Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond Hoops. Aujourd'hui, on va vous faire la preview du match 7 entre OKC et Denver. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, teaser YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the liver feet. Oh my! Alors, on y est, on a le droit à un match 7 dans ces demi-finales de conférence. Et non, ça ne sera pas un match 7 entre Minnesota et les Warriors, ça ne sera pas non plus entre les Knicks et Boston, ni entre les Cavs et les Pacers, mais peut-être dans la série. C'est peut-être la série où c'est le plus surprenant d'avoir un match 7. Ça sera entre OKC et Denver. Et on voulait vous faire une petite preview de ce match 7. Alors une petite, parfois je dis petit, puis finalement on part sur un podcast d'une heure. Mais je pense pas que ça sera le cas aujourd'hui. Et forcément, pour parler de ce match 7, on est avec Jérém. Salut Jérém, comment ça va? Ah bah ça va, nous y sommes. En vrai, est-ce que c'est pas le scénario idéal? Tu sais, on avait parlé au game avant le game 5 de la série, et toi tu la vois, je crois, en 6. Ouais. Et en vrai, c'est génial, quoi, c'est génial. En plus, il est en prime time à 21h30, donc ça fait un peu kiffer, quoi. Je crois que, en tout cas, si jamais on avait proposé ce scénario à Denver, aux Nuggets, je pense qu'ils auraient tout de suite signé. De se dire, en début de la série, il y aura un match 7. Ok, si, ok, vous aurez pas fini au match 6, mais ça sera ok, si. Ils auraient dit, écoute, vu comment ça part, moi je prends. Tu vois? Ah, clairement, hein. Enfin, les autres, je pense. Est-ce qu'il y a des gens qui ont parié Denver? Je pense qu'il n'y a personne. Il n'y a aucun média qui a mis Denver, qui peut aller chercher la série, et là, tu es à 3-3. Vu la saison de Denver, c'est inespéré, quoi. C'est totalement inespéré, mais ça va être assez génial. En tout cas, ce match 7. On verra parce que ces dernières années, on a eu aussi des matchs 7 qui ont tourné en blowout. Donc on espère que ça sera pas le cas et qu'on aura le droit à un vrai match. D'autant que. Le dernier, notamment, C'était lequel le dernier? Clippers Nuggets, hein. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et en plus, c'est un match à 21h30 le dimanche. Le match de la semaine dernière qui était à 21h30 le dimanche, il faisait pas envie. Dégueulasse. Donc on espère pour le coup que ça sera un peu mieux. Mais effectivement, Denver se retrouve dans cette situation qui est une situation assez profitable pour eux. On vous a fait un podcast en début de semaine sur les 4 premiers matchs. Donc on va pas trop revenir sur les 4 premiers matchs. Ce qu'on va faire pour cette preview, c'est qu'on va faire un ping-pong avec Jérém comme on a l'habitude de le faire et on va essayer d'évoquer à la fois des choses dont on avait parlé dans ce point de mi-série pour voir comment ça a évolué et aussi à chaque fois se demander quel impact ça va avoir dans ce match 7, ce qui permettra aussi de faire la preview de ce fabuleux match 7 entre les deux meilleurs joueurs du monde déjà et entre l'équipe montante et peut-être la meilleure équipe des 3 dernières années en NBA, les Denver Nuggets. Jérém, je te propose qu'on démarre. Est-ce qu'on démarrerait pas avec un prono, tiens, pour changer un peu? Tu le sens comment, toi, juste le match 7, juste pour savoir? Moi, la dernière fois, je crois que j'ai dit Game 7 et victoire d'OKC. Euh, à l'issue du Game 6, j'ai tenté, je trouve, d'être plutôt confiant si tu es Denver. Mais il y a un point qu'on va sûrement évoquer, c'est la blessure d'Aaron Gordon, qui pour moi est quand même un gros game changer. Parce que cette équipe Denver, elle manque de profondeur et que si vraiment il joue pas ou s'il joue diminué, ça commence à faire beaucoup de joueurs qui sont quand même un peu dans le dur. Avec MPJ et bon, Jamal Murray qui est censé être malade mais qui a fait peut-être son meilleur match de la série au Game 6, donc ça je sais pas trop. Mais ouais. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Allez, putain, moi j'en sais rien du tout. Franchement, je suis un peu Mm. comme tu te dis, c'est-à-dire au sortir du match 6, j'ai un peu un côté. Si vraiment je dois sortir un truc, c'est plutôt Denver. Mais bon, on va aller dans le détail de la match-up pour voir un peu pourquoi. Je te propose de démarrer. C'est quoi ton premier point que tu Ouais. voulais évoquer dans cette preview? Bon, le premier point, je pense, c'est le retour de Nikola Jokic en top performer sur les games 5 et 6. On avait dit, hein, il avait été exceptionnel au game 1. Depuis, tout s'était compliqué pour lui. Il avait du mal à trouver ses positions au poste bas parce que la défense du Thunder était extrêmement bonne sur les aides, et ce qui fait qu'il se retrouvait avec deux trois joueurs sur lui au moment où il voulait enclencher son mouvement, ce qui était
assez compliqué à gérer, d'autant que Denver, en contrepartie, avait du mal à sanctionner ces aides-là parce que l'adresse était absolument désastreuse. Et puis, depuis le Game 5, on a un retour de Jokic qui est vraiment de très très haut niveau, avec notamment dans le Game 5 un quatrième quart-temps où il va marquer tous les points des Nuggets, sauf deux qui viendront dans les 15 dernières secondes. Euh, il est énorme et Denver a su trouver des solutions à cette défense. Donc ici, la première, en fait, c'est d'abuser du pick and roll inversé, c'est-à-dire que voilà, on a vraiment Jokic en initiateur qui reçoit ses écrans et qui travaille à partir de ça. Et du coup, c'est compliqué parce que la défense, elle doit s'adapter autrement. Et puis, tu as un deuxième point qu'on peut voir après. Mais déjà, toi, ce pick and roll inversé, c'est ce que tu as trouvé que vraiment c'était un vrai game changer. Je trouve que globalement, même au-delà du pick and roll inversé, qui effectivement est pas mal utilisé, je trouve qu'il est beaucoup plus utilisé en tout cas comme porteur de balle. Tu sais, on l'avait dit Ouais. notamment loin du panier, on le voit pas mal driver aussi pour le coup. On l'avait dit en fait, sa création, elle a été pas mal bloquée notamment par les prises à deux d'OKC post bas. On le voit plus du tout post bas, il n'y a plus aucune séquence post bas. Par contre, il y a effectivement, alors moi j'ai un autre point dans la surutilisation du Kitsch, mais effectivement, on le voit beaucoup plus comme porteur de balle. Et sur le jeu de porteur de balle, on le voit sur deux aspects. Tu as raison de pick and roll inversé, mais je trouve presque encore plus. C'est vrai que ça part de pick and roll inversé, tu as raison, mais sur du drive en fait. Où il essaye d'aller justement récupérer la balle tête de raquette et il va driver sur Holmgren et sur Hartenstein et ça marche pas trop mal. Donc effectivement, moi je suis d'accord, on a beaucoup cet élément-là. On l'a aussi un peu moins dans du shoot à 3 points, comme on avait pu l'avoir en match 3 et match 4, où on l'avait dit, où il était presque utilisé comme un spot-up shooter. Et effectivement, il y a cette adaptation qui est bien. Et je trouve que globalement, ce qu'on peut mettre au crédit d'Adelman, je trouve, c'est que là où au match 1 et 2, il était beaucoup post-bas sur des situations arrêtées, match 3 et 4, il était plus dans du spot-up. Et bah, je trouve que match 5 et 6, ce que fait bien Adelman, c'est de le mettre dans des situations dynamiques pour qu'en fait Jokic aille assez vite au bout de son action. Et du coup, en allant vite au bout de son action, bah forcément, ça laisse moins de temps à la défense pour se contracter et pour justement faire des prises à deux. La conséquence, c'est que son playmaking est peut-être encore moins présent qu'il ne l'a été, tu vois, sur le début de la série. Même s'il y en a encore un peu, ça reste Jokic. Mais par contre, c'est son scoring qu'on voit beaucoup plus. On le revoit au scoring beaucoup plus. Ouais, alors je sais pas si tu vois sur les matchs précédents, on avait vraiment tué sa créativité côté passe, mais c'est plus que en fait les joueurs ne sanctionnaient pas, hein. Denver a fait plusieurs matchs à 20-25% au shoot à 3 points. En soi, il offrait des tirs ouverts à ses coéquipiers, mais ça ne rentrait pas. Mais par contre, effectivement, c'est beaucoup plus dynamique la manière dont il joue, même la manière dont il reçoit les ballons. Quand il reçoit les ballons, il est déjà en Mm. mouvement, donc il peut directement attaquer son vis-à-vis. Et puis, je pense qu'il a aussi bien été aidé par le fait que Denver, collectivement, essaye de sortir Chet Holmgren, en fait, de la raquette. On essaie en fait de générer des switches d'Holmgren pour qu'il se retrouve au large sur des extérieurs. Et puis on essaie par des jeux d'écran en fait de compliquer ses prises de position à Holmgren et donc de l'emmener sur du Jamal Murray, sur du Christian Brown de manière à ce que Jokic puisse travailler. Et quand d'un coup, en fait, il n'y a plus la menace de roamer qu'est Chet Holmgren, en plus des joueurs qui vont venir amener les aides, bah là du coup, c'est beaucoup plus facile pour Jokic. Et là, on retrouve le scoring un peu implacable qu'il peut avoir malgré Isaiah Hartenstein, enfin, qui fait un très bon boulot, quoi. Ce que je trouve cool, c'est aussi, c'est que parce que la partie de création qu'avait coupé OKC, c'est notamment, tu sais, la création sur le jeu de cut qui part du poste bas, parfois un petit Mm. peu du poste haut. Et OKC a été très très bon pour couper cet élément-là. Et c'est vrai qu'il y a eu un ou deux matchs où, pour le coup, ben, la seule création qu'avait Jokic, c'était pas de la vraie création en fait. Il y a des prises à deux, faut sortir sur un mec à 3 points. Enfin, tu vois, je trouve on est presque pas sur de la vraie création. Et là où je trouve que Mike Malone avait du mal, si jamais ce jeu-là un peu intérieur-intérieur, ou en tout cas intérieur-cut, commençait à se gripper un peu, il y avait un peu de mal à trouver des alternatives. On l'avait vu contre Minnesota l'année dernière où finalement bah, on passait soit sur que du pick and roll Jamal Murray Jokic, soit sur un peu du hero ball de Jokic. Et bah, je trouve intéressant que pour le coup Adelman lui il ait réussi à trouver des alternatives. Alors les alternatives, bah, tu l'as dit, c'est sur le scoring de Jokic en lui donnant la balle beaucoup plus en mouvement. Et ça, pour le coup, c'est un élément qu'on voyait pas avec Mike Malone, quoi. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas ce souvenir-là d'avoir si souvent Jokic impliqué sur presque du rôle de meneur de jeu, tu vois, sur du drive, ou sur... parfois, on est presque même sur des sorties d'écran, des espèces de légers pin-down, où Ouais. il prend la balle et il finit, tu vois, et je trouve ça super intéressant, tu vois. Bah moi je trouve ça cool et en fait je pense que c'est ouf parce que en fait il a été nommé 3 matchs avant la fin de la saison régulière mais il a quand même réussi à décentraliser un peu l'équipe
Ce qui fait que Jokic Ouais. peut effectivement recevoir la balle sur ce type de mouvement off-ball parce que avec Mike Malone, en fait, il était à l'initiation de tout. Et donc, du coup, effectivement, bah, tu pouvais pas vraiment te permettre ce genre de choses. Et un joueur qui, je trouve, aide très très bien dans ce registre-là, c'est Christian Brown, qui est assez dynamique et qui est plutôt, en plus, bah, là, par exemple, le Game 6 très très bon à la passe. Que ce soit pour trouver Jokic ou dans des actions, tu sais, un peu quand ils arrivent à vider un côté et où il y a un jeu entre Christian Brown et Nikola Jokic, bah arriver justement dans une deuxième création à trouver, voir des skip passes, voire au moins la meilleure passe pour le joueur dans le corner. Donc, ouais, plutôt satisfait de ce côté-là, côté Denver, quoi. Je trouve aussi que ça montre, alors on le dit souvent, hein, donc je vais pas m'éterniser dessus, mais ça montre à quel point Jokic est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que la variété qu'il a, le nombre d'options qu'il a dans son bagage, c'est quand même assez dingue. Enfin, tu vois, moi, il y a des séquences au match 5 où il enchaîne 2 3 pick porteurs et tu dis putain, mais le mec il peut jouer meneur de jeu, quoi, c'est n'importe quoi. Alors évidemment, il peut pas jouer meneur de jeu si s'il se retrouve sur Kayson Wallace, il va pas réussir à avoir son dribble, mais il a une telle diversité d'options qu'il est capable de punir la défense de beaucoup de façons différentes. Il a juste besoin d'être aidé par son coach pour le mettre dans des situations préférentielles, parce que ça lui peut pas le gérer lui-même. Et effectivement, Adelman le fait plutôt bien. Et sur les 2 derniers matchs, bah, alors j'aime beaucoup le match 6 de SGA, même s'il a un gros passage à vide sur la fin du troisième quart-temps. Mais sur les 2 derniers matchs, Jokic est redevenu dominant et prégnant sur le jeu, alors qu'au match 3 et 4, il ne l'était pas. Et ça avait clairement tourné à l'avantage d'OKC, ce qui avait permis notamment à OKC de prendre un des 2 matchs à l'extérieur, quoi, pour le coup. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait d'ailleurs dit qu'au Game 3, c'était un peu le miracle des Nuggets d'avoir réussi à gagner le match alors qu'il y avait un Jokic qui était pas le moins bon joueur sur le terrain, mais qui était quand même un des joueurs en difficulté sur le terrain. Et c'est vrai que bah, pour Denver, c'est un peu le truc qui te permet d'être au Game 7, mais clairement, c'était pas un modèle qui était viable. Et tu le vois sur les Game 4 et 5 où bah, tu perds le 4 et que le 5, enfin, tu te dis, le mec est seul pour le coup Mm. et tu es proche de le gagner. Donc c'est vrai que ça montre aussi l'impact qu'il a sur le jeu, quoi. Alors, si tenté. Alors, oui, il est seul, mais je trouve quand même que ce qui permet d'être moins dépendant de sa création, moi, ça me permet de passer sur un deuxième point. C'est que j'ai. Alors, on va sortir un petit peu des pourcentages qui sont pas excellents, mais moi, j'aime beaucoup la série de Jamal Murray. Que je trouve pour le coup vraiment bon. On l'avait dit hein, sur les 4 premiers matchs qu'il était vraiment, vraiment pas mal. Mais moi j'ai vraiment bien aimé son match 5 et son match 6. J'ai pas les feuilles de stats devant moi, donc je sais plus trop ce que ça donne en termes de stats. Je vais me le rouvrir d'ailleurs. Mais moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ces 2 matchs-là. Et moi je trouve que pour l'instant, si on prend l'ensemble de la série, pour moi, pour l'instant, et ça va être important sur le match 7, j'ai l'impression que Denver a les 2 meilleurs joueurs de cette série. Shai Gilgeous-Alexander, il a quand même un énorme volume d'utilisation, donc forcément, ça a fini par se voir dans son scoring et dans son volume, tu vois. Mais j'aime vraiment beaucoup la série de Jamal Murray. Je trouve que le Thunder n'a jamais vraiment réussi pour l'instant dans cette série à lui casser son rythme. Et en fait, il est, je trouve, quand même bien en contrôle de ce qu'il veut faire. Alors parfois, il va louper des tirs, ça c'est normal, mais je le trouve assez en contrôle. Dort a quelques bonnes séquences sur lui, voire même très bonnes séquences. Mais finalement, Dort, match 5 et 6, il est presque plus là pour son attaque que sa défense. En fait, dès qu'il met plus trop ses 3 points dedans et il les met bien, il préfère aller avec Caruso et voilà ce qui impacte un peu plus Jamal Murray que ne le fait Lou Dort. Et je trouve que dans le Game 6, ça se voit particulièrement. C'est clairement lui qui lance son équipe en étant, tu vois, à la fois patient sur le pick and roll et très adroit sur son shot making en début de match. Où pour le coup, il fait une vraie différence et c'est lui qui lance son équipe. Je trouve que sur tout ce qui est les tough shots, je le trouve presque dominant par rapport à SGA. Et en fait, ça me donne l'impression que dans le match 7, si jamais le jeu se ralentit et que tu as beaucoup de demi-terrain, j'ai l'impression que Denver, dans cette série-là, a plus de ressources individuelles quand le jeu se ralentit que OKC n'en a. Déjà parce qu'il y a Jokic, mais aussi parce qu'il y a Jamal Murray et que j'ai presque plus confiance en Jamal Murray dans cette série qu'en Shai, tu vois. Alors, ouais, moi je suis d'accord sur le fait que Jamal Murray fait particulièrement dans les Games 5 et 6 deux excellents matchs, notamment parce qu'il y a effectivement cette capacité à créer des choses, que ce soit collectivement ou individuellement, et que dans le Game 5 et 6 il y a plusieurs runs clairement sur lesquels il est soit moteur, soit en tout cas un des énormes moteurs, et donc on peut penser au troisième quart-temps dans le Game 5, ou effectivement au premier quart-temps et à cheval sur le 3-4e dans le Game 6 où bah, Jamal Murray apporte par son shotmaking et par sa capacité à rentrer à la fois des tirs difficiles, notamment sur ses pull-up 3, enfin ses pull-up à 3 points où
c'est un vrai game changer pour Denver. Et sa capacité aussi à attaquer le cercle, parce que mine de rien, quand C'est tu vrai. lui laisses, t'as un petit peu de retard en fait sur les rotations. Tu vois, Caruso, on va en parler après, qui est extrêmement agressif sur les lignes de passe et sur Nikola Jokic quand il se retrouve face à Nikola Jokic. Du coup, il y a des fois où il rate un peu des rotations, et là, Jamal Murray en général, il rate pas l'occasion d'aller au cercle. Donc effectivement, il est excellent. Après, est-ce que c'est le deuxième meilleur joueur de la série? Bon, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que Shai est vraiment excellent et qu'il y a une équipe d'OKC avec et sans Shai. On le voit par exemple dans le troisième quart-temps du Game 6 pour moi, où Shai se prend sa quatrième faute et où il sort pendant 5-6 minutes. L'attaque du Thunder, franchement, ça devient très très compliqué. Donc moi je trouve il est très très fort, Shai, même si il y a une forme d'inconstance qui est peut-être un peu décevante pour les fans du Thunder, mais je pense que c'est pas lui la cible en ce moment des plaintes côté fan d'OKC, c'est plutôt Jalen Williams. Disons que, peut-être effectivement en complément de ça, ce que je trouve intéressant dans la perspective du match 7, c'est que si jamais Denver arrive à ralentir le jeu, ils ont probablement les atouts les plus fonctionnels sur le jeu de demi-terrain en fait. À la fois, on l'a dit avec Jokic parce qu'ils ont réussi à le remettre dedans, et aussi parce que ce pick and roll entre Murray et Jokic, cette relation qu'ils ont entre leurs deux meilleurs attaquants, OKC n'a pas un truc, tu vois, de relation entre leurs deux meilleurs attaquants qui leur permettent, tu vois, demi-terrain d'aller générer vraiment beaucoup de points. Et en fait, leur seule vraie ressource pour le coup, c'est l'isolation de Shai, tu vois, qui est une vraie ressource pour eux. Et c'était pas une évidence, je trouve, que Jamal Murray arrive à se mettre dans cette position dans cette série. Moi, je suis assez déçu quand même, globalement, du plan défensif d'OKC sur Murray dans cette série. Je trouve qu'ils sont pas assez agressifs à l'initiation des attaques. Ils sont très agressifs dans l'ensemble, mais je trouve pas spécialement que sur Murray, il le soit, tu vois. Alors que il y a eu un moment dans cette série où Murray a été... ça va durer longtemps, mais il y a eu un moment dans cette série où Murray a été la tête du serpent quand même, hein. Et globalement, ce que j'avais trouvé intéressant avec Minnesota l'année dernière, c'est que Minnesota avait vraiment pris Murray comme étant la tête du serpent. Et il s'était dit, si on coupe Murray, on va tout couper. Parce que, ok, Jokic va faire quelque chose, mais on va tout couper. Et c'était ce qui s'était passé. Mais bon, après, on sait que Minnesota est une équipe, et probablement l'équipe dans la NBA qui connaît le mieux Denver, pour le coup, et ça avait fonctionné. Et je suis assez déçu de ça de la part de Casey, et je les vois pas se mettre à le tenter, tu vois, dans le Game 7. Ça, c'est trop tard maintenant, ils le feront pas. Non, et puis peut-être un petit astérix aussi, c'est que le Jamal Murray de cette année est quand même en bien meilleure forme que celui de l'année dernière. Ça compte, Peut-être c'est que, sûr. tu vois, le Jamal de cette année, ce serait peut-être mieux sorti aussi face à Minnesota, parce que tu sentais qu'en termes d'explosivité, c'était compliqué l'année dernière, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi que sur le plan de jeu, ils s'étaient clairement dit que, ils allaient pourrir la vie de Jamal Murray dès la mise en circulation de la balle. Et la presse tout-terrain, en tout cas, qu'attendait des fois OKC est beaucoup moins efficace pour le moment que celle que les Wolves avaient mis en place l'année dernière, quoi. Juste pour rappel, hein, sur ce jeu demi-terrain dont on parle, si vous regardez les stats sur les deux derniers matchs, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que je dis, mais c'est OKC qui a l'attaque la plus efficace demi-terrain des deux, qui a plutôt une attaque demi-terrain qui fonctionne bien. OKC, moi ça me permettra de revenir sur un autre point sur lequel je voulais venir. Par contre, Denver vit beaucoup mieux grâce au rebond offensif. Il récupère beaucoup plus de rebonds offensifs, ce que OKC n'arrive pas à faire, donc ce qui compense un peu le très léger déficit d'efficacité demi-terrain, et qui du coup donne presque l'avantage à Denver sur demi-terrain grâce au rebond offensif, quoi, pour le coup. Est-ce que tu avais un autre point, toi, de ton côté? Ouais, bah du coup, je pense qu'on peut faire la transition avec un élément qu'on vient d'évoquer, c'est pour moi la suragressivité défensive du Thunder. Je trouve que là, ils sont passés un peu du côté obscur on va rendre tout compliqué et toutes les prises de position vont être difficiles, notamment pour Nikola Jokic, c'est qu'ils font beaucoup trop de fautes, quoi. J'ai vu passer, tu sais, les commentaires US des batailles de fanbase sur le fait que Shai fait beaucoup de flops et d'un côté que Jokic en fait beaucoup, etc. Mais en fait, ce que réalisent pas ces personnes-là, c'est que si Denver a beaucoup de lancers francs, c'est parce que OKC joue tellement agressif qu'il concède énormément de fautes faciles. Et d'un côté, ça permet à Denver, qui est peut-être pas si efficace sur demi-terrain, de récupérer beaucoup de points sur les lancers francs. Mais en plus de ça, ça crée aussi des problèmes sur certaines individualités. Et sur le Game 6, ça a fait pour moi la bascule dans le match. C'est quand Shai se retrouve à 4 fautes, que tu as Jalen Williams et Isaiah Thomas qui sont tous les deux aussi en foul trouble. Bah, du coup, en fait, tu te retrouves plus qu'avec Chet pour défendre. Ce qui est compliqué, parce que du coup, Chet, c'était ton roamer et que c'est lui qui se retrouve sur Jokic. Et en même temps, en attaque, t'as plus Shai qui est là sur une séquence un peu longue. Et c'est ça qui fait basculer la rencontre. Et je pense que, ok, ici, là, ils sont en train d'être un peu trop excessif parce que hormis finalement Jalen Williams dans cette série, j'ai l'impression que aucun joueur du Thunder n'est pas trop agressif sur ses vis-à-vis, quoi.
En tout cas, effectivement, hein, c'était une vraie réalité du match 6. Ce qu'on peut peut-être noter, c'est que c'est une réalité du match 6, mais c'est peut-être un peu moins une réalité de la série, pour le coup. Alors, du coup, tu vois, quand je regarde les free throw rates sur le match 5, ils sont 15e percentile Denver, donc ils vont pas tant que ça au lancer franc. Par contre, effectivement, sur le match 6, clairement, ils y vont énormément. 90e percentile. Donc là, c'est une énorme différence. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut voir si en fait, il faut voir si c'est une tendance ou si c'était la réalité d'un match, tu vois. Et on verra, hein. Effectivement, je pense que ça sera super important pour OKC d'être attentif sur cette gestion des fautes. D'autant que, tu as raison, il y a un point que je trouve dommage pour OKC. Enfin, dommage, c'est leur jeu. Hein. Mais c'est que c'est même pas des fautes au cercle pour protéger le cercle. C'est que c'est des fautes vraiment sur porteur de balle. Donc, en même temps, ça permet d'affecter un peu l'attaque de mi-terrain de Denver, c'est sûr. Mais tu vois, tu prends le match 6, à la fois Denver a un gros free throw rate, et en même temps, ils arrivent énormément à aller au cercle. Et la protection du cercle d'OKC, elle est très dépendante de Chet, et c'est vrai que si on l'a pas, bah, c'est un peu difficile. Moi, je pense que globalement, en tout cas sur ce match 7, il y a un élément qui sera hyper important, c'est effectivement la gestion des fautes d'OKC. Et autant, il y a des joueurs sur lesquels ils sont en capacité, parce qu'ils ont un roster extraordinaire, ils sont en capacité de compenser. Genre si Dort fait des fautes, si Caruso fait des fautes, ou si Wallace fait des fautes, hein, c'est souvent ce trinôme-là. Hein. Pour le coup, ils sont un peu interchangeables. Tu peux même compter J-Dub, vu la série offensive qu'il fait. En gros, ils ont 4 joueurs pour 2 postes qui peuvent être un peu interchangeables. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup moins vrai sur 2 joueurs. Sur SGA, c'est beaucoup moins vrai parce que ça affecte trop l'attaque. C'est beaucoup moins vrai sur Holmgren parce que Holmgren est trop important dans la couverture du cercle, beaucoup trop important. Et du coup, tu l'as dit, mais par extension, c'est aussi important sur Hartenstein parce que sinon, Holmgren est trop exposé. Le seul truc, c'est que je trouve que Jalen Williams est très bon et que en réalité, même les séquences où Hartenstein doit sortir, moi je trouve à chaque fois, on l'avait parlé déjà dans le dernier point, moi je le trouve vraiment très très bon Jalen Williams dans cette série. Et donc, il arrive un peu à compenser quoi. Il est très bon, mais du coup, comme en fait, je disais, c'est sur les 2 derniers matchs, il se retrouve en fait très très vite. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il est à 5 fautes, je crois, en 12 minutes dans le Game 5. Et il se retrouve pareil, sorti par les fautes dans le Game 6. Et en fait, moi, un élément, effectivement, dans le Game 5, ça va pas générer énormément de lancers francs comme dans le 6. Par contre, tu as quand même Denver qui est dans le bonus 3 Bien cartons sûr. sur 4 et qui a pas réussi à l'utiliser. Et je trouve qu'effectivement, en fait, c'est toutes ces fautes sur les prises de position qui, je trouve, gangrènent un peu OKC. Donc oui, tu rends la vie difficile à Nikola Jokic et consorts. Mais en fait, tu concèdes aussi la possibilité à Denver après d'avoir énormément entre guillemets, de points faciles, quoi. Et c'est ça que je trouve ouais, un peu dommage parce qu'ils sont à l'excès. Jalen Williams a fait 7 fautes dans ses 25 dernières minutes de jeu, donc effectivement c'est énorme. Ouais. Et effectivement après de toute façon, dans le prolongement ça vient impacter leur pression porteur aussi. C'est-à-dire que si t'es vite dans le bonus, bah tu peux plus mettre la même pression sur le porteur de balle et ça donne de la liberté à Jamal Murray, notamment pour naviguer un peu dans les écrans et aller trouver ses spots. Donc effectivement ça sera un point à n'en pas douter assez essentiel. Moi j'avais un autre point, c'est plutôt plutôt positif pour le coup côté OKC, parce que là on est sur que des choses qui sont positives côté Denver. Et c'est assez central. Moi je trouve qu'OKC a quand même plutôt bien pris la mesure de la défense de Denver à partir du dernier quart-temps du match 5, où leur attaque de la zone fonctionne mieux. Denver a fait beaucoup de 3-2 dans la première partie de la série, 3 défenseurs devant, 2 derrière. Ils ont arrêté de le faire depuis le match 4, on la voit beaucoup moins. Ils sont repassés sur de la 2-3, donc 2 joueurs devant, 3 joueurs derrière. Je pense que ça s'explique notamment pour reposer un peu Jokic, parce que c'est beaucoup moins exigeant pour Jokic. En gros, dans la 2-3, Jokic a juste à être un tronc d'arbre dans la raquette, alors que dans la 3-2, il doit naviguer entre la raquette, le 3 points, et au bout d'un moment, ça consomme pas mal d'énergie. Et je trouve que dans le Game 5, Denver s'est un peu fait avoir à son propre jeu avec la zone. Le Thunder arrivait bien dans le 4e quart-temps à générer des surcharges sur un côté du ballon pour coincer en fait le défenseur de Denver et faire circuler la balle et trouver des situations à 2 contre 1 d'un côté et donc des 3 points. Et Dort notamment est très efficace dans le Game 5 là-dessus, c'est ce qui permet à OKC de revenir. Et je trouve que globalement, quand ils ont réussi à faire ça, ça a commencé à dérégler un peu Denver. Ils ont commencé à réussir à trouver des spots, tu sais, au niveau des lancers francs que SG a bien trouvé pour trouver des mi-distances. Là, Jokic a commencé à sortir. Ils ont commencé à trouver du jeu intérieur. Et globalement, la 2-3, ça y est, OKC en a pris la mesure, quoi, pour le coup. Ce qui fait que sur le match 6, ils ont beaucoup fait de la 1-3-1. Ils commencent en 1-3-1.
Et de la même façon, je trouvais qu'OKC était quand même plutôt à l'aise, tu vois, sur cette 1-3-1, même si elle bloque un peu la circulation de balles. Pourquoi? Parce que sur la 1-3-1, en fait, vous avez 3 joueurs qui sont au niveau des lancers francs et ça bloque tellement les transversales parce qu'il y a tellement de mains à passer sur les transversales. C'est là ça l'intérêt de la 1-3-1. En fait, vous emmenez le porteur au centre et en fait, les passes sont compliquées parce qu'il y a souvent deux paires de bras à passer. Mais malgré tout, je les ai trouvés plutôt à l'aise et je trouve que Denver n'y arrive pas. Après, à un moment donné, dans le match 6, ils sont passés en indiv et je trouve que sur l'indiv, ça marche pas non plus. Je suis un peu inquiet côté Denver parce que j'ai l'impression qu'il commence à être un peu à court de solutions défensives. Adelman a été assez créatif pour permettre à Jokic d'être très positif défensivement dans cette série. Et là, il commence à être un peu à court, je trouve. Ouais, alors il y a pas mal de choses, mais déjà sur le fait d'avoir abandonné la 3-2, je pense qu'une des raisons aussi, c'est que en fait OKC s'était mis un peu à écraser son spacing, c'est-à-dire que en fait il mettait 2 joueurs ligne de fond et 2 joueurs dans les corners, et que du coup bah, quand tu étais en 3-2, en fait c'était sûr que tu allais entre guillemets trouver un joueur qui était ouvert, et ça expliquait aussi beaucoup, tu sais, les dunks sur les actions Ouais, entre Chet et Isaiah Thomas notamment. Donc je pense qu'effectivement le 2-3 venait un peu de cette idée-là, Isaiah et le Thompson, problème du ouais. 2-3. Du 2-3, c'était. Ouais, je me suis encore trompé, je sens. Ouais, c'est pas Euh, grave. T'as dit Isaiah Thomas, mais c'est ok, pas grave. oui, effectivement, c'est pas bon. Le 2-3, en fait, je trouve qu'ils ont trouvé des bonnes solutions hein, avec les écrans en fait, des extérieurs, notamment de Caruso et Dort, qui viennent se mettre en fait entre les 2 joueurs qui zonent de Denver, et du coup, ça crée une sorte de retard. Et là, tu as des tirs ouverts pour SGA. Et même sur son pull-up à 3 points, il a été plutôt bon. Et quand c'est pas du pull-up à 3 points, en fait, il arrive à attaquer l'espace. Et là, quand il se retrouve dans la zone du milieu, en fait, c'est trop dur de le défendre sans faire de faute. Et là-dessus, il a récupéré énormément de points et de hand-one. Et c'est clair qu'il a été excellent. Donc ouais, je suis d'accord qu'OKC, ils ont vraiment commencé à prendre la mesure, on va dire, de cette zone. Et Dieu merci, on va dire, pour les fans des Nuggets, c'est que quand il a été plutôt dans un registre de passeur, le Thunder sur le Game 6 n'a vraiment pas sanctionné. Je crois qu'ils sont encore sur un match à 23 ou 24% à 3 points. Donc une fois de plus, c'est compliqué. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que là, la défense des Nuggets, elle commence à être moins efficace. D'ailleurs, ça se voit juste sur les scores finaux, en fait. Ils sont à 3 points, je vais te dire ça tout de suite. Tac, tac, tac. J'essaie de retrouver la stat sur le match 6. Ils sont. Non, ils sont à 40. Non, c'est pas possible, ils sont pas. Non, ils sont à 27%, ouais. 11 sur 40, Ah, ok. 11 sur Ouais. 40 à 3 points. Et Ah, il alors, était fort en deuxième mi-temps, ouais. ouais, et alors, peut-être le seul truc, je trouve, pour Denver qui est pas mal, malgré tout, sur cette zone, c'est qu'elle ne marche plus trop face aux 5 majeurs d'OKC, mais elle marche encore sur les rotas. Je trouve que notamment il y a des joueurs comme Aaron Wiggins qui est vraiment limité par son playmaking dans ces situations-là. Il leur fait assez mal, ils arrivent bien à le cibler. Je trouve que Isaiah Joe c'est un peu pareil aussi. Euh, donc tu sais, ils ont souvent à un moment donné un creux. Et en fait, Denver est tellement fort dès qu'il y a un creux, tu vois, d'OKC pour générer un petit run qui leur permet de recoller ou de prendre un peu d'avance. C'est vraiment la principale force de Denver, hein, de toute façon. C'est gestion temps faible, gestion temps fort. Et c'est peut-être d'ailleurs le principal point faible d'OKC dans cette série. C'est gestion temps faible, gestion temps fort, pour le coup. Qui fait que malgré tout, cette défense marche sur ces situations-là, quoi. Pour le coup. Mais ouais, moi je trouve que OKC commence à être vraiment pas mal là sur l'attaque. Et commence à vraiment trouver des situations, quoi. Pour le coup. Ouais. Euh, ouais. Bah écoute, je vais enchaîner. Moi, un des trucs qui fait aussi que pour moi Denver est dans la série, c'est Jalen Williams. Jalen Williams qui, hormis finalement sur un match dans la série, je trouve est vraiment très en deçà de ce qu'on pouvait attendre de sa part. Et autant, on le disait en off, Chet Holmgren est Oh vraiment là là, excellent, je trouve. extraordinaire. Ouais, Extraordinaire. il est vraiment excellent. Et je trouve que du coup, on le dit pas assez. Parce que même offensivement, en fait, son apport, il est énorme. Par contre, Jalen Williams, vraiment, c'est terrible. Je sais pas comment dire autrement, mais en fait, il a les opportunités pour scorer beaucoup plus. Et l'adresse de loin, elle est pas du tout là. Et même dans l'attaque, je trouve des close-out ou l'attaque où c'est lui qui est plutôt initiateur, bah, il arrive pas, quoi. Il arrive pas, ça produit rien. Sur les 3 derniers matchs, Jalen Williams, il est à 10 sur 43 au tir. Donc c'est vraiment très très bas.
Je trouve que il est. Alors, je le trouvais pas trop mal au playmaking sur le match 6. Il arrivait quand même à trouver des bonnes passes. C'est quand même un joueur qui a une bonne vision de jeu. Donc, il arrive toujours un peu à apporter ça. C'est un joueur qui défend toujours très bien. Donc, il a toujours ces deux éléments-là. Mais cette saison, on l'a vu être beaucoup plus dans du jeu à mi-distance que l'année dernière où il était beaucoup plus agressif au cercle. Il a tenté d'élargir un peu sa palette. Et c'est normal, hein. D'ailleurs, c'est aussi une des limites du Thunder, c'est qu'ils ont encore des joueurs en développement. Hein. J-Dub, on rappelle, hein, c'est sa troisième saison NBA. Sa troisième saison NBA. 2022, 2023, 23, 24, 24, 25, ouais, c'est sa troisième saison NBA. Et donc c'est encore un joueur en développement et on voit bien que son jeu de dribble tir à mi-distance qu'il est en train de mettre en place cette année, et ben il n'est pas encore complètement en place pour le coup et il est un peu pris par ça. Et c'est sûr que OKC aurait pour le coup bien besoin qu'il arrive à avoir un match où il a de l'adresse. Il a eu un match où il a eu de l'adresse, c'est le match 3 où il a été vraiment vraiment excellent pour le coup. Mais là c'est moins le cas. Il n'est pas négatif, je trouve, parce que de toute façon, c'est une série où il n'y a pas d'adresse et qu'il apporte toujours sa défense. Moi, en défense, je le trouve. C'est le meilleur. Hein. Ah non, mais en Je défense. trouve du. Ah ouais, non, mais défensivement, il est extraordinaire. Hein, vraiment, vraiment exceptionnel. Mais c'est vrai que son scoring est plus en retrait. Et en fait, je trouve que c'est une bonne traduction aussi de pourquoi OKC peut être en difficulté. Et c'est une bonne traduction aussi de pourquoi OKC est encore une équipe en développement. C'est que tu as des joueurs, donc tu vois des flashs, mais ça manque de constance ou de volume. Tu vois, on a parlé d'Holmgren. Holmgren, il a des flashs qui sont extraordinaires et globalement, il est très bon. Mais on n'est pas encore sur un très haut volume. Il n'est pas encore capable de le faire à très haut volume. Tu vois, je pense aussi à Cason Wallace qui a des flashs qui sont vraiment excellents. Tu sens très bien ce que ça va faire à terme, mais il n'est pas encore capable de faire à haut volume. Et c'est pour ça qu'il se retrouve un peu dépendant de Shai quand Shai sort. Ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas encore ces joueurs-là qui sont capables d'assumer un gros volume. Et c'est là que tu vois que c'est encore une équipe en développement, je trouve, tu vois. C'est ça. Mais en tout cas, ça fait écho, je trouve, à la difficulté du Thunder qui est que sur la série, tu sens pas qu'il y a une seconde option vraiment très très solide derrière Shai. Et peut-être qu'ils ont aussi cette impression qu'effectivement, Jamal Murray, à l'inverse, dans son rôle de seconde option, est beaucoup plus abouti. Et ça, oui, je pense que c'est un fait. Juste, t'en as parlé rapidement, j'en reparlerai sûrement pas après. Il y a des flashs de Cheltenham Green, mais après on l'a vu toute la saison, mais c'est absolument... c'est un régal, quoi. Je parle notamment en attaque, hein, où il a... Tu vois, je trouve que... Enfin, moi j'en ai beaucoup parlé pendant la saison, mais je trouve qu'il a une maîtrise de son corps qui m'impressionne encore plus que celle de Victor, par exemple. Il est plus petit, hein, mais je parle même juste pour sa taille, en fait. Et tu vois, par moment... Je vois ce que fait Karl Anthony Towns, tu vois, avec les Knicks sur un haut volume de grands qui joue 4. Et je me dis, Holmgren, dans 2-3 ans, sur un grand qui joue 4, le potentiel de ce qu'on peut avoir peut être absolument incroyable, quoi. Et j'adore joueur. Voilà. Pour le coup, j'adore joueur. Tu as le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, exactement. Moi, j'ai un autre point qui me paraît assez essentiel. Mais je sais que tu voulais en parler aussi, c'est la gestion des drives de Denver. Et en fait, ça va avec le jeu de contre-attaque. Où je trouve que autant Denver est très bon pour générer des runs via du mi-distance, via un peu de jeu proche du cercle. Mais ils sont obligés d'être en trigger warning XXL sur leur drive et de limiter à mort leur drive. Parce que le problème, c'est que quand leurs drives ne finissent pas, ils se mangent de la contre-attaque dans tous les sens. Et c'est la principale force d'OKC, hein, c'est sa gestion de la contre-attaque qui est exceptionnelle, qui s'explique, je trouve, par 3 raisons. Une première, c'est qu'ils sont très bien organisés en contre-attaque. C'est bête, mais ils sont très bien organisés en contre-attaque. Une deuxième, c'est qu'ils ont des arrière-ailiers assez rapides et plutôt bons playmakers, que ça soit... Shai n'est pas trop investi sur la contre-attaque, c'est plutôt J-Dub et Cason Wallace qui la génèrent. Et la troisième, c'est qu'ils ont des intérieurs qui cavalent. Ils ont des intérieurs qui cavalent. C'est un peu moins le cas d'Hartenstein, mais Jalen Williams cavale un peu. Et surtout Cheltenham Green, qui a une capacité de projection sur la contre-attaque qui est exceptionnelle. Et donc, Denver est un peu coincé. Ils n'ont pas vraiment le droit d'aller driver, parce que c'est un jeu à haut risque pour eux de driver. Parce que le problème, c'est que quand Jamal Murray drive ou Christian Brown drive, c'est un joueur de moins sur le repli. Et derrière, ils se prennent de la contre-attaque. Et sur le match 6, à un moment donné, j'ai même cru que ça allait faire la différence dans la première mi-temps. Parce que OKC commençait à générer vraiment beaucoup de contre-attaques.
Ouais, et ce que je trouve terrible dans le Game 6, c'est que Denver, pour le coup, au niveau des pertes de balles, fait vraiment le jeu égal avec OKC, alors que clairement, défensivement, c'est la défense d'OKC qui est experte pour générer ce type d'attaque en transition. Et malgré tout, Denver perd, je trouve, assez nettement la bataille sur la transition. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus létal dans la contre-attaque du Thunder comparé à la contre-attaque des Nuggets, qui pourtant était une des meilleures attaques de la ligue en saison régulière sur ce type de séquence. Et je suis d'accord avec toi, le problème c'est que oui, les drives de Denver sont un peu à risque. Alors autant Jamal Murray arrive plutôt bien à les finir, mais les autres joueurs, on voit que c'est beaucoup plus dur. Et ça fait partie aussi un peu des limites face à une défense élite de cette équipe de Denver, c'est que comme ils n'arrivent pas à obtenir facilement des paniers sur les coupes, ils sont obligés de driver plus. Et le problème, c'est que tu n'as pas vraiment de driver, tu aucun driver implacable de cette équipe des Nuggets. Et le problème, c'est que tu es face à la meilleure attaque de transition de la ligue, quoi. Et puis que tu as certains joueurs côté Nuggets qui ont bien alimenté l'attaque de cercle cette saison ou dans les playoffs, par exemple Russell Westbrook, par exemple Aaron Gordon, et que pour diverses raisons, Russell Westbrook c'est clairement technique. Pour le coup, la limite, là, je vois Jérém qui s'énerve, qui se tend. Et Aaron Gordon, c'est physique. Aaron Gordon, il n'arrive pas du tout à drive dans cette série, et je pense que c'est physique lui pour le coup. Christian Brown aussi, hein, tu l'as dit, hein, mais Christian Brown est très décevant pour le coup sur l'attaque de cercle dans cette série, il n'y arrive pas quoi. Euh, Ah, je sais pas si les décevant, c'est plutôt la défense du Thunder qui est absolument fantastique, Tu as hein. raison, en tout cas il n'arrive pas à avoir l'impact qu'on l'a vu avoir sur la saison, sur cette jeu de cut, sur ce jeu de contre-attaque. Et pour le coup c'est un peu limite, pour le coup, et c'est vrai qu'ils sont un peu coincés là-dessus. Est-ce que tu avais toi d'autres points que tu voulais voir sur cette preview? Écoute, moi j'ai un point sur le fait que, bon, on l'a déjà dit, en termes de profondeur, le Thunder est largement au-dessus et c'est ce qui a fait aussi la bascule sur certains matchs, le fait d'avoir des Cason Wallace, des Aaron Wiggins qui rentrent et qui arrivent à peut-être mettre les shoots que les titulaires n'arrivaient pas toujours à rentrer. Tu vois, on a eu des matchs où Dort était désastreux, mais derrière tu as 2-3 joueurs de rotation qui peuvent faire la différence. Je trouve qu'un des éléments du Game 6 et qui est peut-être d'autant plus crucial que Aaron Gordon n'a peut-être pas joué, c'est l'entrée de Julian Strawther dans la série qui pour le coup te rappelle que quand tu arrives à un peu optimiser le spacing, notamment le tir à 3 points des Nuggets, la défense devient quand même, l'attaque plutôt devient quand même beaucoup plus implacable. Et il y a un peu ce jeu-là, c'est est-ce que tu vas avoir des joueurs qui vont réussir à faire la même chose dans le match suivant? Parce que les Peyton Watson, les Russell Westbrook et les Julian Strawther qui viennent de rentrer ont un rôle à jouer et pour le moment ça n'a pas été trop le cas dans la série, quoi. Ce que je trouve intéressant pour Denver quand tu regardes les deux derniers matchs là-dessus, c'est que je trouve qu'ils ont, et là c'est vraiment crédit à Delman, je trouve qu'ils ont réussi à trouver des solutions même s'il n'y a pas ça. Je trouve qu'en fait, même si le spacing est insuffisant, et ben, par tout ce qu'on a dit autour de Jokic, par tout ce qu'on a dit autour de Murray, ils ont trouvé des solutions pour que l'attaque fonctionne, tu vois. On les avait laissés au match 4 avec un match à 87 points. Derrière, ils enchaînent un match à plus de 100 points qui devait être pas leur premier de la série, mais enfin, ils font un match à 105, un match à 120 points. Ils ont commencé à trouver des idées. Et en fait, tu as l'impression que si le spacing s'optimise, ça va être juste un bonus. Tu vois, tu peux le prendre presque comme un bonus. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans le match 6. Parce que Julian Strawther, il t'apporte pas dans le match 6 du spacing sur tout le match. C'est une séquence. Tu vois, c'est pas, genre, je trouve pas qu'on est sur un mode danger permanent. Il apporte un peu de spacing, mais c'est surtout, il a une séquence forte. Et je trouve que je suis pas sûr que Denver va réussir à faire en sorte d'optimiser son spacing dans cette série. Je pense qu'ils vont pas arriver à changer la dynamique de la défense d'OKC. Mais par contre, ce qui est intéressant, et on l'a vu avec Strawther, on l'a vu aussi un peu avec Porter Jr. À un moment donné dans le match 6, c'est qu'ils peuvent avoir un petit surplus par moment, une petite explosion, et qui va générer un run. De toute façon, c'est ça qui est fou dans cette série, c'est que Denver vit par les runs, quoi. Mm. Mais Pour le coup. alors, c'est là où je suis peut-être pas d'accord avec toi, c'est que justement, comme tu dis, c'est une série qui vit par les runs et que, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui a un coup de chaud dans la série, en fait, ça change complètement la physionomie des rencontres. Et un truc, par exemple, que t'apporte un Julian Strawther, avec toutes les limites qu'il a aussi, hein, mais c'est que c'est un shooter en mouvement et c'est un shooter que tu peux pas laisser ouvert. Et je trouve que même dans le Game 5, il y avait déjà un prémisse de son apport et que c'est pour ça qu'il a joué plus dans le 6 parce que quand il a rentré ses tirs, mais aussi parce que on voyait quand il est sur le terrain, en fait, il attire les regards de la défense et donc il crée en fait des micro-décalages que l'attaque peut exploiter. Et je pense que d'ailleurs doit chasser ça et le truc c'est comme MPJ qui était normalement le joueur que tu attendais dans ces registres-là, il a quand même
au global une série qui est catastrophique, hein. Je trouve que le combo Westbrook-MPJ, c'est quand même une sacrée balle dans le pied des Nuggets dans cette série. Bah, tu es obligé de le chercher ailleurs. Et Julian Strawther, et pour le coup, je l'ai défendu toute la saison, pour moi, c'est le joueur qui a le profil de je bouge bien, j'ai absolument pas la conscience de me dire est-ce qu'il faut que je prenne le tir ou pas, il le prend. Et c'est un vrai atout pour Denver parce qu'il y a que lui sur le banc qui a vraiment ce jeu-là, quoi. Et puis d'ailleurs, on le voit hein, au match 6, c'est-à-dire que c'est un danger permanent par le mouvement. C'est SGA qui le défend. Et le run que met le run de 10 points qui est le tournant du match, hein, le 80-80 qui Mm. passe à 90-80. SGA peut-être. On avait vu Azad envoyer un tweet où il parle de 3 oublis. Moi je parlais pas de 3 oublis. Je pense qu'il y a 2 oublis qui sont importants. Le premier, je trouve pas que ce soit SGA le responsable. Mais sur les deux C'est suivants, un choix, on va dire, ouais. oui, il y a une C'est rotation. un choix qui est pas évident, en fait. Clairement, il est pris entre deux joueurs. Oui, et puis de toute façon, vu leur rotation, c'était pas à lui d'aller sur Strawther, c'est j'ai des finales en corner. C'est juste qu'il le fait lentement et du coup on le voit, mais c'était pas lui qui. Enfin, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement de Strawther demande effectivement de l'attention de la part de la défense. En fait, il apporte ce que Michael Porter Jr. n'apporte pas dans cette série. Un peu sur cette Et le truc, c'est séquence-là. que MPJ, en fait, il y a deux problèmes pour moi. C'est que oui, il y a une adresse qui est vraiment pas là, mais surtout, en fait, tu le vois jamais dans une position où il est ouvert, en fait. T'as l'impression qu'il y a un défenseur qui est sur lui et qu'il est incapable de s'en détacher. Et malheureusement, ça fait quand même un moment que ça dure, quoi. Carrément, ouais. Ouais, non, carrément. Est-ce que tu vois d'autres points à dire sur cette preview? Écoute, non, je pense qu'on a abordé l'ensemble des points qu'on avait vus. C'est une série qui est longue, donc on a quand même fait deux passages dessus. Donc pour moi, maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'on pense maintenant qu'on a abordé ces points et qu'on a discuté pendant une trentaine, quarantaine de minutes Dans la... Alors, qui le prend le game 7? Qui le prend le game 7? Moi, je vois bien Denver le prendre. Je vois bien Denver le prendre. J'ai l'impression que, en fait, leurs atouts sont plus solides, en fait. Tu vois. Je trouve que ils ont trouvé des solutions sur l'attaque, là, autour de Jokic et autour de Jamal Murray qui sont assez fonctionnels. Tu as raison, la question de la blessure de Gordon est importante. C'est compliqué. En fait, c'est très très compliqué parce que depuis le début de cette série, on navigue sur une forme d'incertitude autour de Casey. C'est-à-dire que ils n'arrivent pas à reproduire constamment ce qu'ils produisent par instant. Et du coup, c'est un vrai problème parce que c'est un vrai problème pour faire des previews et pour anticiper. Parce qu'ils n'ont pas cette constance qu'ils ont montrée dans la saison et qui monte par moment dans la série en fait. Parce que clairement, hein, si les deux équipes jouent à leur meilleur niveau, tu vois, c'est parfois on aime bien dire ça, si les deux équipes jouent à leur meilleur niveau, OKC doit le prendre en fait, parce que leur pression défensive est trop importante, parce que leur capacité à générer de la contre-attaque elle est trop importante, et que demi-terrain ils sont capables de faire les minima pour que ça fonctionne, tu vois. C'est ce qu'on... mais je trouve qu'ils n'y arrivent pas. Crédit à la défense de Denver demi-terrain. Mais je trouve même, tu vois, sur la pression défensive qu'ils arrivent à mettre, elle n'est pas aussi bonne à tout instant qu'elle l'a pu l'être durant la saison. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ah l'impression non, que mais je c'est suis un peu d'accord avec plus toi. entre les mains d'OKC. Et j'ai l'impression que si OKC fait pas le match qu'il doit faire, Denver le prendra, c'est sûr. Tu vois? Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que l'impression, et on le disait au tout début, moi j'ai l'impression que j'ai, c'est que à sortir du Game 6, t'as l'impression que Denver a finalement plus d'armes dans les mains. Maintenant, c'est là où on vient au point finalement qui pour moi était un des éléments clés de la série, que je trouve pour moi on n'a pas trop vu, c'est le fait que, bah ok, si en fait tout le monde est en forme, t'as moins de matchs dans les pattes, il y a moins de fatigue et donc il y a aussi moins de blessures. Moi j'ai un peu peur que Denver pêche un peu par manque de jus surtout. Dans le moment où je te dis finalement, tu as 2-3 titulaires sur 5 qui sont pas à 100%, j'ai un peu peur que tu le payes, surtout que tu es à l'extérieur et que dans les matchs à l'extérieur, on a vu certains joueurs, par exemple Jalen Strover hein, qui a été clé toute la saison à l'extérieur, c'était compliqué. Donc je sais pas, j'ai peur qu'il leur manque un peu de force de frappe dans ce match. En plus, c'est un match à 21h30 et Dieu sait que le tir à 3 points est souvent impacté et Denver a gagné le game 6 aussi parce que la race 3 points était là. Donc c'est vrai que ça me laisse un peu pessimiste quand même. Donc toi, t'es plutôt sur OKC. Je reste un peu sur mon 4-3 OKC, ouais. Tu vois, puis ils sont à domicile, hein, et c'est une équipe incroyable à domicile. Hein. Ils sont souvent portés par leur public, et c'est sûr que ça aide, notamment dans une équipe qui aime bien générer de la contre-attaque, qui aime bien mettre beaucoup de Mm. pression défensive. On sait que jouer à domicile, ça peut avoir de l'impact parce que ça donne beaucoup d'énergie. Je pense pas qu'on reparlera de cette série, vu qu'elle se termine ce soir et qu'on va pas faire un débrief du match 7. Je pense que pour les fans de Denver, c'est quand même une série qui est géniale, quoi, parce que l'équipe se dépasse, en fait. Autant je trouve que contre les Clippers, ils étaient structurellement meilleurs, autant là, je trouve que c'est vraiment
Denver qui arrive à se dépasser et qui montre des ressources géniales. Moi, j'aurais adoré dans cette série, la série de Jamal Murray, la série d'Adelman aussi, hein, qui a trouvé plein d'idées, plein de solutions. Et tu me l'avais dit par message, mais elle est presque inquiétante pour la suite de Denver, qui a besoin de faire des mouvements. Et tu as presque envie de te dire à la fin, est-ce qu'il faut faire des mouvements, quoi. Ouais, bah en fait, je voulais justement enchaîner là-dessus quand je sentais qu'on y allait. C'est que je pense que je vais écrire sur le sujet, mais elle a quelque chose d'un peu inquiétant dans la mesure où si tu voulais bouger et tout casser, tu vas te dire, bah en fait, t'as failli battre ou t'as battu ce qui était le favori pour le titre. De l'autre, c'est peut-être une bonne nouvelle dans la mesure où quand tu regardes les possibilités pour Denver, je trouve que c'est pas évident, quoi. C'est-à-dire que quand tu regardes, par exemple, cette campagne de playoff, tu te dis, la pièce à bouger, c'est Michael Porter Jr. Et Michael Porter Jr., il a un contrat max et il vient de sortir une série à 7 points par match à 28% au tir contre le Thunder. Après, il est Donc tu blessé. vas pas le bouger contre... Ouais, mais bon, sa saison est pas bonne globalement, tu Ouais. vois. Ça fait 4 mois qu'il est mauvais, Michael Porter Jr. Et il a des limites qui font que tu te dis, maintenant, il doit avoir 27 ans. Il va pas développer un ball handling maintenant, quoi. Donc du coup, peut-être que c'est aussi une bonne nouvelle dans la mesure où tu te dis, bah en fait, avec un peu plus de profondeur, tant j'étais vraiment un prétendant au titre. Donc voilà, on verra pour la suite. On verra cet été ce qui va se passer, mais c'est vrai que il y a un côté mauvaise nouvelle, bonne nouvelle qui je trouve s'équilibre au final, quoi. Ce que je trouve cool ce que je trouve intéressant avec le cas de Michael Porter Jr., c'est qu'il ait une bonne traduction d'à quel point la NBA va vite. Parce que quand il a son contrat max, c'est un peu la fin de l'ère des spécialistes, en fait. Tu vois, et lui, c'est un vrai spécialiste. C'est-à-dire que c'est un très très bon shooter, bon attaquant, mais il est un peu unidimensionnel, Michael Porter Jr. Alors, son Ouais. contrat a été trop élevé dès le début, ça on peut l'entendre. Mais au moment où il signe son contrat, la NBA est encore dans une mouvance où elle accepte des hyper spécialistes. Et en fait, 3 ans plus tard, ou 2 ans plus tard, je pense, elle est encore plus loin dans les joueurs polyvalents. Et en fait, c'est marrant, tu vois, à quel point, parce que la NBA bouge vite, tu peux te retrouver juste sur le temps d'un contrat max, aller de 2 contrats, parce que c'est peut-être sur l'échange, c'est 2 contrats plutôt que juste sur le dernier, sur NBA qui bouge et sur des profils qui perdent en valeur, en fait, par rapport à d'autres profils qui prennent en valeur, quoi. Ouais, alors j'entends ce que tu dis dans la mouvance globale. Après, je pense que dans tous les cas, le contrat de Porter Oui, Junior, c'était une erreur d'emblée. D'autant c'était qu'au too moment much. où du moment où il signe, en fait, il a pas encore ce truc de il est viable défensivement, quoi. C'est-à-dire qu'il est devenu viable défensivement la première année de son contrat max. Mais au D'accord. moment où il signe, en plus de ça, c'est un joueur que tu peux cibler à volonté. Et la dernière fois que tu l'avais vu, c'était en 2021 en playoff, où il se fait complètement fracasser par Phoenix, qui le cible toute la série. Ouais, qui Donc le c'est vrai stress, que ouais. Mm. je suis d'accord avec toi sur la mouvance générale où c'est un peu la fin de cette période des hyper spécialistes, mais c'est vrai que là ça faisait cher Trevor Ariza quoi. Tu vois. Oui, effectivement, vu comme ça faisait cher Trevor Euh, Ariza. Et bah écoute, Jérém, on verra. De toute façon, si jamais vous avez, on va probablement un peu tous le compte Q-Basket. Moi, je tweete moins dernièrement, mais Jérém tweetera pendant le match. Si vous voulez échanger pendant le match, n'hésitez pas à le faire via Twitter. Ça permettra d'échanger et de vivre ce temps fort, quand même, notamment pour les Européens de cette saison. Un match 7 de demi-finale de conférence à 21h30. Profitons-en. Ça sera forcément un grand moment. On a vu tellement de scénarios ces dernières années sur les matchs 7, mais à chaque fois c'est des grands moments. Donc voilà, faudra en profiter et puis rester connecté. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.